Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Pour Culture Passion, aujourd'hui, je reçois Patrick Alluin, qui est metteur en scène et qui est actuellement en résidence au Paris pour Richard III, donc avec le Myreno Théâtre. Alors, avant de parler de la pièce de Richard III, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu votre parcours. Vous avez commencé, je crois, par le cours Simon. Tout à fait. Bonjour déjà. Bonjour. Merci de m'accueillir. Oui, j'ai commencé à faire du théâtre avant. Je suis originaire de Lille, donc j'ai travaillé dans une compagnie qui montait énormément de tragédies antiques, ça s'appelait le Théâtre Tragique. Et ensuite, je suis venu à Paris et j'ai fait le cours Simon. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le théâtre ? Voilà, c'est une longue histoire ou une petite histoire, c'est selon. À la base, moi, j'ai fait du théâtre au lycée parce que j'étais très, très, très timide et que ma prof de français m'a conseillé de m'inscrire au cours de théâtre pour m'extérioriser un peu, on va dire. Voilà, donc j'ai fait du théâtre au lycée et puis j'en ai fait pendant que j'étais à la fac. Et puis à un moment donné, mon investissement dans le travail était tel que j'ai réalisé que j'avais plus d'intérêt pour ça que mes études. Je faisais des études de lettres et du coup, je me suis lancé. Voilà. Mais mes études de lettres m'ont servi quand même parce que je rédige des dossiers, je fais des... voilà. Oui, vous faites beaucoup de choses. Et alors, donc vous avez, après le cours Simon, j'ai vu que vous aviez été aussi fait partie des chœurs à la Comédie Française, dans la vie parisienne. C'est une façon de présenter la chose un peu étrange, parce qu'il n'y a pas de chœur normalement à la Comédie Française. Oui. Non, j'ai participé à un spectacle qui s'appelait La vie parisienne d'Offenbach, qui était mis en scène par Daniel Mesguich, c'était entre 96 et 98. Et donc, dans La vie parisienne, il y a des chœurs. Voilà. Oui. Et donc, je suis rentré là-dedans un peu par hasard. On a fait un petit essai de chant, ils cherchaient des gens qui connaissaient un peu, tout le monde était arrivé un tout petit peu comme ça, parce qu'ils connaissaient quelqu'un dans la maison à la Comédie Française, et on s'est retrouvés tous à faire le chœur de La vie parisienne autour des comédiens du Français, qui eux aussi poussaient la chansonnette à cette occasion. Oui, voilà. Vous avez joué ensuite, après le Bourgeois Gentilhomme. Le Bourgeois Gentilhomme également, là c'était une grosse audition de chant, et effectivement dans le Bourgeois Gentilhomme il y avait des passages chantés c'était de Lully. Voilà, et donc là aussi j'ai été choriste. Voilà, maintenant sur la feuille de paye c'est écrit artiste de complément. Voilà. Ouais. Et après, donc, vous avez été à la compagnie Colette Roumanoff. Tout à fait, bon, ça c'était un peu plus tard, mais c'est une compagnie avec laquelle j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années, je dirais. Voilà, Colette Roumanoff, elle monte à la fois des classiques, principalement du Molière, mais elle monte aussi Corneille, elle monte Shakespeare, elle monte Hamlet, et aussi beaucoup de théâtre jeune public ou de théâtre à destination des enfants, parce que c'est aussi un peu à destination des adultes, qu'elle écrit à partir de contes qu'elle revisite sous un œil contemporain. Donc moi j'ai fait Le Petit Chaperon Rouge, j'ai fait Cendrillon, j'ai fait Blanche-Neige. Voilà. Oui. Et ça a été l'occasion de tourner, de jouer à Paris, de tourner en France, de tourner à l'étranger. On a joué au Liban, on a joué en Afrique, au Sénégal, voilà. Et alors vous avez aussi... j'ai vu que vous avez touché un peu au théâtre de l'absurde et que vous avez, alors ça devait être quelque chose d'important, joué la cantatrice chauve, mais avec la mise en scène originale de Nicolas Bataille. Tout à fait. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ça date d'il y a 2-3 ans. Oui. Voilà, j'ai intégré la compagnie, les comédiens associés au théâtre de la Huchette, pour jouer le pompier. Donc c'est une expérience très particulière, et parce que c'est une pièce dont la mise en scène a été... réalisé il y a 70 ans ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement les dates. C'était la première mise en scène. Non, la cantatrice chauve a fêté ses 70 ans, mais la mise en scène que je joue à l'heure actuelle doit en avoir 65 ou 66, je ne sais plus exactement. Voilà, et donc on est plusieurs à jouer le même rôle, on alterne, c'est un spectacle qu'on joue toute l'année, et c'est une expérience assez folle. Déjà, il y a beaucoup de comédiens formidables qui sont dedans. Moi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, et notamment un des comédiens de Richard III, Alain Payen, avec qui je joue dans La cantatrice chauve.
Alors, donc, à vous avez eu Hachette. quand même, vous avez joué dans des registres très différents, puisqu'il y a eu bon, le théâtre de l'absurde, mais vous avez joué aussi dans des, vous avez mis en scène des comédies musicales. Oui, tout à fait. Donc, Euh, ce qui peut paraître étonnant. À la base, moi, je suis très très fan de comédie musicale et je suis très fan de Shakespeare. En fait, en tant que spectateur, ma culture théâtrale, je l'ai beaucoup faite à Londres plus qu'à Paris, dans un premier temps, parce que comme j'étais fan de comédie musicale et qu'à Paris, il n'y a rien, j'allais beaucoup à Londres. J'allais beaucoup au théâtre aussi à Londres, du coup, j'en profitais pour voir beaucoup de choses. Et c'est vrai que, notamment au National Theatre, les metteurs en scène vont mettre en scène un Tchekhov, ils vont mettre en scène un Shakespeare, un Ibsen, et puis à côté de ça, ils vont mettre en scène un remake d'Oklahoma ou de Chantons sous la pluie. Voilà, et donc j'avoue que ces croisements de répertoire, ça me plaît beaucoup. Donc mon parcours à moi va un peu va dans ce sens-là, en fait, à ma mesure, on va dire, parce que je n'ai pas les moyens du Oui, National Theatre. ça peut paraître éclectique, mais Voilà. c'est vrai que bon, c'est peut-être aussi. C'est ce qu'on appelle le théâtre de répertoire, hein. C'est vraiment. Voilà. Et il se trouve que dans les pays anglo-saxons, la comédie musicale fait partie du théâtre de répertoire, ce qui n'est pas du tout le cas Oui. en Et France. alors, à quel moment avez-vous commencé la mise en scène? Je peux te dire très exactement, ma première mise en scène, on l'a faite en 2004, mais me lancer vraiment comme metteur en scène, on va dire que c'était 2007-2008. À la base, je participais à un spectacle de chansons et une des chanteuses m'a proposé de la diriger vers l'œil extérieur dans un projet musical qu'elle avait de seule en scène avec un pianiste. Et en fait, très rapidement, en la dirigeant, j'ai réalisé que je m'amusais beaucoup plus là que sur scène et que je me sentais plus à mon aise. Enfin, il y avait quelque chose de plus excitant là tout de suite. Et entre le moment où j'ai fait ça et le moment où vraiment je me suis lancé complètement là-dedans, il s'est passé 2 3 ans. Et après, j'ai fait un autre spectacle, une comédie musicale qui s'appelait Épouse-moi, où vraiment c'était une histoire que j'adorais, une musique que j'adorais. Et là, ça a pris le pas vraiment sur la comédie, c'est-à-dire que je jouais plutôt avant, puis je me suis mis à mettre en scène et jouer est devenu plus secondaire. Oui, parce que là, dans Richard III, vous n'allez pas jouer, vous mettez en Non, scène, mais vous ne jouez pas. non, 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 non. Dans aucun des spectacles que j'ai mis en scène. Et alors, donc vous avez fondé, alors je ne sais plus si c'est en 2012 ou 2013, donc Alors, le Myreno Théâtre. la compagnie, administrativement, elle existe depuis le 12 juillet 2012, non, 16 juillet 2012. Voilà, la création du premier spectacle, c'était Lilium, et c'était le 7 mars 2014. Voilà. Voilà. Et alors, vous aviez, en fondant cette compagnie, un objectif bien particulier. En fait, c'est un peu l'objectif que je viens de vous définir par rapport à ce qui se passe en Angleterre et à Londres, Oui, à savoir l'idée de développer du théâtre de répertoire. Ce qu'on appelle du théâtre de répertoire, c'est des textes de grands auteurs passés. Quand je dis passé, ça va jusqu'au XXe, au XXe siècle, avec des grosses troupes. Le théâtre qui entre au répertoire de la Comédie Française, par exemple, on appelle le répertoire, entre au répertoire. C'est ça que j'appelle le théâtre de répertoire. Et donc, effectivement, c'est des grandes œuvres à tendance populaire, avec des sujets qui sont pleins de gravité, souvent, même des sujets très, très ambigus ou très ambivalents, mais traités avec une espèce de fougue de théâtre populaire, voilà, avec du grand spectacle, avec du suspense, et surtout du monde sur scène. oui. Et vous aimez aussi que ça génère de l'émotion. Ouais, oui. Bon, je pense que tout metteur en Et scène vous et aimez tout aussi auteur de des théâtre sujets souhaite. complexes. Là, pareil, je pense on a tous envie d'aborder des choses comme ça. C'est vrai que Lilium dilait beaucoup avec la notion enfin, pas la notion, la thématique de la violence domestique, conjugale. Dans le Baladin du monde occidental, il était question qu'on appelle ça un parricide. Voilà, un faux d'ailleurs, hein, d'un type qui tue son père, puis en fait son père n'est pas mort, donc il le retue, mais il est toujours pas mort. Bon, c'était voilà, des sujets un peu comme ça, un peu ambigus. Voilà, c'est vrai que j'aime bien traiter de ça, d'essayer d'aborder l'humanité des personnages qui sont confrontés à des situations comme celle-là. Voilà. Oui. Et alors vous accompagnez aussi, je crois, enfin votre compagnie accompagne l'écriture de une vie. Alors qu'est-ce que Ouais. c'est une vie? Alors une vie, alors une vie avant toute chose, c'est donc un texte de Maupassant, le premier Oui, roman de oui, Guy de oui. Maupassant, et avec le compositeur Didier Bailly et l'auteur Éric Chanteloz, on est en train d'en écrire une version en comédie musicale. Voilà.
Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des Des showcases, showcases, on appelle ça comme mais ça. que vous étiez à la recherche d'une coproduction. Tout à fait, c'est un projet qui est assez lourd. Il y a 8 comédiens comme dans Richard III, hein, voilà. Oui. Mais c'est un projet qui nécessite aussi des musiciens, et puis des gens qui font de la comédie musicale. En France, il y en a, mais pour trouver vraiment les acteurs qu'il faut, etc., ça demande du temps, ça demande des moyens, et donc effectivement, la compagnie n'y suffira pas toute seule. Donc on est actuellement en recherche de coproducteurs. Et ça, vous le faites parallèlement aux autres mises en scène, aux autres Oui, tout à fait. créations. Voilà, donc oui, ça doit être difficile à conjuguer. C'est parfois difficile, mais après, si je le fais, c'est parce que j'aime ça et c'est très excitant. D'une manière générale, un projet fait ricocher sur un autre, les choses bougent comme ça. Ouais. Et puis des fois, on abandonne des choses et des fois, il y en a d'autres qui arrivent, on s'y attend pas. Ça fait partie du mode de vie. Moi, j'avoue, je suis assez friand de me retrouver dans des situations comme ça où tout se bouscule un petit peu. Oui. Voilà. Vous aimez être dans l'urgence. Oui, moi j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus efficace dans l'urgence. Même si c'est très très fatigant, j'ai toujours le fantasme, cette fois je vais prendre le temps. Il y a toujours une période où on prend le temps, il y a toujours une période d'accalmie, mais il y a toujours un moment où on est dans l'urgence. Et puis voilà. Oui, c'est bien, c'est ce qui doit susciter votre créativité. Alors, bon, vous avez jusqu'à présent mené l'essentiel de votre carrière sur Paris. Mhm. Alors, pourquoi une création au Paris à Tarbes? C'est vraiment une question de rencontre en fait. Je pense que c'était Valérie L'Huillier, je ne sais plus si c'était Valérie L'Huillier qui avait vu Les Caprices de Mahane qu'on avait monté dans ma compagnie avec Simon Coutré, qui s'était joué à Avignon en 2016. Et en fait, on nous a proposé derrière ça de venir à Tarbes pour une résidence de travail. Et donc, à l'époque, donc mon co-metteur en scène avait produit le Festival d'Avignon, donc c'est lui qui avait proposé son projet. Mais moi, j'avais joué dedans, c'était Fantasio il y a 4 ans, en 2018. Et ça s'était vraiment très très bien passé. Le lieu est vraiment très agréable, très accueillant. L'équipe technique et artistique présente sur place est vraiment formidable. On a passé vraiment une résidence assez idéale en fait. Les conditions d'accueil en plus financièrement sont très très bonnes aussi. Donc du coup, quand j'ai eu ce projet de Richard III, il m'a semblé que une résidence comme celle-là était une bonne idée parce que je ne fais pas toujours en résidence. Ça obéit en fonction de programmation qu'on a ou pas. Il se trouve que là, ça me permettait de rassembler 8 comédiens pendant 3 semaines au même endroit, avoir l'occasion de répéter sur un plateau sur lequel on va jouer. Et donc j'en ai parlé à Valérie L'Huillier et qui était très enthousiaste sur ce projet-là. Donc on est revenu. Voilà. Et alors, c'est la semaine dernière, je crois, dans Les Liseurs de la Fabrique, que vous avez lu Panurge. Oui, tout à fait. De Rabelais. Alors, ça, c'est encore un autre projet. Alors, ça, c'est un projet qui est né du confinement. C'est vrai que le confinement, par exemple, Richard III a été reporté d'1 an. Enfin, voilà. Alain Payen, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc joué avec moi à la Huchette. Il aime beaucoup Rabelais. Il a eu cette idée de faire une adaptation des textes de Rabelais en se focalisant sur le personnage de Panurge et sur sa relation à Épistémon. Et puis, donc moi, je joue Panurge et lui joue Épistémon et tous les autres rôles, dont Pantagruel, auxquels Panurge est confronté. Et donc, c'est une aventure un peu nouvelle parce que dans le cadre de ma compagnie, c'est la première fois que je vais jouer. Voilà. Et puis, donc, je devrais mettre en scène, mais enfin, moi, je suis en train de chercher un petit peu. Alain me dirige beaucoup sur le plateau en tant que comédien, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire en commun. Et c'est une aventure toute nouvelle. Donc voilà, on a fait cette première lecture samedi dernier et on était très contents. On a eu une chouette réception. Oui. Donc on espère pouvoir mettre en œuvre ça assez vite. Et donc samedi prochain, il y aura la répétition publique, tout à fait. Donc de Richard III, ouais. Dont nous allons parler maintenant. Alors, pourquoi avoir choisi ce personnage qui est quand même pas un personnage sympathique? Le moins, hein. Il y a plusieurs choses. La première, j'avais envie de sortir un peu d'une certaine zone de confort, on va dire. Voilà, comme j'ai dit, par exemple, quand on a rencontré les journalistes la semaine dernière, si je voulais monter un spectacle de Shakespeare, mon idéal, par exemple, j'aurais monté La Nuit des Rois. J'aurais monté Peine d'amour perdu, enfin des comédies romantiques de Shakespeare, voilà, qui sont plus proches de
mon monde à moi, on va dire, de manière générale. Et en même temps, j'ai fait l'Ilium, j'ai fait le Baladin, où il y a des personnages assez rudes. Et j'avais envie d'aller vers un personnage ou surtout une situation, parce qu'il n'y a pas juste Richard, il y a tout un monde autour de lui qui ne repose jamais sur l'amour, la sentimentalité, le romantisme. Le sentimentalité, c'est pas le bon mot, le romantisme, ou la fougue, ou il y ait la moindre chose qui soit positive, en fait. Et j'avais envie de travailler vraiment sur la noirceur de l'être humain, on va dire. Oui. Et comme, malgré tout, avec l'Ilium, avec le Baladin, j'ai travaillé sur des personnages qui avaient une espèce d'ambivalence comme ça, on les aime, mais en même temps, ils ont des comportements un peu odieux. Là, j'allais chercher un personnage vraiment odieux et essayer de comprendre où se trouve sa part d'humanité, si toutefois il y en a une. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a amené vers ça. Après, c'est vrai que si on se plonge dans du Shakespeare, Richard III, c'est une belle épreuve, hein, parce que c'est rude. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions, il y a des meurtres, il y a du suspense, c'est un vrai thriller. Et c'est très, très, très intense. Donc, j'avais vraiment envie d'aborder tout ça. Et là, donc, c'est sur quelle période? Il est déjà roi ou il y a la période Non, avant? non, 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 c'est juste avant. Donc, donc Richard III s'est inspiré de faits historiques. Oui, oui. Tous les Ça a personnages été qui apparaissent dans la bataille des pièce York et des Lancaster. ont existé. On s'est Ouais. fait toute une petite biographie de chacun d'entre eux Oui, pour ouais, bien comprendre ouais. ce qui se passe, parce qu'il Oui, est fait oui. référence euh, aux événements précédents très souvent. Donc, les événements autour de Richard III se situent à la fin de ce qu'on appelle la guerre des Roses, qui était une guerre entre Les York et les Lancaster. les York et les Lancastre, voilà, des deux branches d'une famille, d'une même Oui, famille, c'était les oui, Plantagenets. Et quand commence l'histoire, en fait, c'est le roi Édouard IV, qui est un York, qui est au pouvoir. Richard III est son deuxième frère. Il y a Clarence, Georges, duc de Clarence, et Richard, duc de Gloucester. Et quand la pièce démarre, alors que tout le monde célèbre la victoire des York sur les Lancastre, Richard ronge son frein, parce que depuis toujours, il a soif de pouvoir. Richard est né difforme, bossu, il a une problématique au pied, au bras, enfin, il est considéré comme monstrueux, mais il l'est physiquement. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a une sale tête, ça veut dire juste que comme il est bossu, on considère que c'est monstrueux. Et du coup, il compense en volonté de prise de pouvoir. Ouais. Donc, quand le spectacle démarre, non, il n'est pas encore roi. Et je ne Donc, raconte pas la suite. Il va assassiner. Il va faire tout ce qu'il faut pour l'être, quitte à tuer sur son chemin beaucoup. Voilà. Ouais. Et alors, parce que c'est un personnage qui est aussi un peu paranoïaque quand même. Alors là, j'ai donné des références un peu. Par exemple, j'ai cité Scarface de Brian De Palma avec Al Pacino, de ces personnages qui arrivent, qui ont soif de pouvoir, et quand ils l'obtiennent, d'un seul coup, ils ont peur de le perdre. Et donc, même leurs amis deviennent leurs ennemis. Et effectivement, il va développer une paranoïa énorme. Après, d'une manière générale, nous, on a voulu un peu parler de ce qui avait fait de Richard III ce qu'il est à la base. Et donc, on a imaginé le personnage comme quelqu'un d'enfermé dans une espèce de prison mentale où son humanité ne s'exprime pas, mais par contre, ses fantômes lui apparaissent sans arrêt, ses frustrations, sa frustration physique, parce que comme il est laid, il n'est pas en mesure, pense-t-il, d'avoir des relations sexuelles, par exemple. Et donc, on a développé tout un monde au niveau un visuel du monde carcéral. Le décor, c'est une grande cage, une prison. Les personnages sont habillés en prisonniers, et simplement on adapte leur silhouette à ce qu'ils vont jouer. Donc les filles, c'est un peu plus cintré. Voilà, les personnages apparaissent en fonction de ce qu'ils sont au niveau de leur statut social dans la pièce. Mais on a une imagerie globale qui est complètement ancrée dans un univers carcéral, et ça traduit cette espèce de monde paranoïaque et écrasant dans lequel Richard a grandi dans sa tête, voilà, et qui l'amène à vivre ce qu'il vit. Et au niveau du décor et des costumes, c'est quand même quelque chose de traditionnel. Enfin, je veux dire, c'est pas d'avant-garde, ce sont pas des. C'est un peu, je ne peux pas parler de traditionnel ou d'avant-garde parce que c'est deux extrêmes. Oui. Non, c'est pas traditionnel. Elle a été écrite, voilà, à l'époque élisabéthaine, et on n'est pas du tout en costume élisabétain. On n'est pas du tout dans ce monde-là. On n'est pas non plus aujourd'hui. On est dans une espèce de chose très intemporelle qui doit nous faire ressentir quelque chose, une sensation forte d'emprisonnement. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Au niveau de l'interprétation, on est dans quelque chose de très ancré dans le concret, dans le réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un thriller à suspense avec des personnages qui arrivent, qui ont des intentions, qui vivent des situations, qui sont confrontés à des moments émotifs. Enfin voilà, on essaye de faire du grand théâtre populaire, voilà. Mais après, on n'est pas
ni dans le traditionnel, ni dans l'avant-garde. Et alors, quel a été votre choix dans la mise en scène? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez voulu justement produire? Mais c'est cette espèce de parallèle entre l'action que vit Richard et ce qui se passe dans sa tête. Tout le travail est là, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'action, le concret. Donc Richard veut prendre le pouvoir, donc il fait assassiner telle personne, telle personne, telle personne. Il profite beaucoup de la faiblesse du pouvoir et de la faiblesse des gens et de la capacité qu'ils ont eux-mêmes à se retourner facilement les uns contre les autres pour faire naître le conflit partout et prendre le pouvoir. Il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et du coup, visuellement, il y a cette cage, c'est son obsession, il tourne autour, il tourne à l'intérieur. Et c'est d'arriver à dealer à la fois le concret de l'action et le symbole de ce type qui, en fait, s'enferme jusqu'à se détruire. Et alors, pour l'acteur qui joue Richard III, Ouais. donc est-ce qu'il y a aussi une transformation physique Alors, il s'appelle Cyril Ripoll. On n'a pas transformé son visage. Moi, j'avais pas envie d'aller vers quelque chose où d'un seul coup, parce qu'on dit tout le temps qu'il est monstrueux, on lui met un faux nez pourri, enfin, des choses comme ça. Ouais. J'avais envie. Alors, il est bossu, donc il a une bosse. Il va avoir une chaussure plus haute que l'autre pour le faire boiter, etc. Mais j'avais pas envie de surcomposer quelque chose de voilà. Il faut qu'on ait le sentiment de charnellement quelqu'un de concret pour nous, de quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue. Et donc on travaille vraiment sur ses aspérités, sa sensibilité, comment il ressent les choses, etc. Il y a quelque chose de très animal physiquement, mais au niveau de la difformité, c'est quelque chose qu'on lui pose, mais il ne joue pas la difformité. Ouais. Alors comment sort-on d'un tel rôle? Parce que... Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Je peux dire que là, en ce moment, il est fatigué. Mais il est fatigué d'autant qu'il fait également la création lumière du spectacle, parce que Cyril, il a également une compagnie, il est metteur en scène et voilà. Et ça, il faudra lui poser la question. Je pense qu'il faudra lui poser quand il l'aura joué, vraiment, la semaine prochaine. Oui. Et alors, donc, il y a 8 acteurs. Alors, quels sont les personnages qui sont joués dans la pièce? Alors, 8 acteurs, mais il y a beaucoup plus de personnages. Chaque acteur joue au moins 2 ou 3 rôles, voire 4, des messagers, des figurants. Donc, il y a mon Richard. Il ne joue que Richard. On a Elisabeth, la reine Elisabeth, qui est l'épouse du roi Édouard, voilà, qui est le rôle féminin principal. L'actrice qui joue Elisabeth, Cindy Rodriguez, joue également le prince héritier, donc son propre fils. Voilà. On a Léonore Oberson qui joue Lady Anne, qui va donc être l'épouse de Richard, qui joue également le prince Richard d'York, donc l'autre fils d'Elisabeth. C'est assez complexe, mais on essaye de vraiment bien clarifier ça. Les personnages portent tous les mêmes noms. Il y a plein de Richard, plein d'Édouard. Donc c'est toujours assez, voilà, mais on a vraiment clarifié ça pour que le public ne s'y perde pas du tout. Après, on a Buckingham, qui est le conseiller de Richard, qui a un rôle très important. Là, pareil, Damien Prévost, qui joue ça, joue quasiment que ça. Sinon, il fait un petit rôle de messager à un moment donné. Après, on arrive sur les autres rôles. Alain Payen va jouer le roi Édouard IV, il va jouer la reine Margaret, il va jouer Brackenbury, le gardien de la prison, il va jouer un cardinal, il va jouer Stanley à la fin, voilà. Clem Hamdi joue Lord Hastings, il joue Oxford, un conseiller de Richmond à la fin, il joue plein de messagers, Tyrell, un tueur, un autre assassin, je vais les citer tous, Guillaume Veillard joue Richmond qui va venir à bout de Richard à la fin de la pièce, mais il joue également Rivers, le frère de la reine, il joue plein de messagers, il joue un assassin, qui manque encore Baptiste Famry, Baptiste Roussillon, pardon, qui joue la duchesse d'York, qui joue Georges, duc de Clarence, le frère de Richard, qui joue Catesby, qui est un personnage qu'on a complètement inventé en rassemblant plein de nobles qui avaient juste des petites répliques. Et on a construit un personnage en rassemblant tout ça. Et on est arrivé à quelque chose, là c'est notre pure invention, même si Catesby est cité dans le texte, il n'a pas un rôle de cette dimension-là. Oui. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Non, je pense que j'ai oublié personne. Et la durée de la pièce ça va durer 2 bonnes heures, quelque chose comme 2 heures, 2h10, 2h15, quelque chose comme ça. Alors la pièce... c'est une performance. Voilà, la pièce dure 4 heures, 4h30, hein, si on la joue en entier. Oui. C'est très très long. On a vraiment élagué largement en se concentrant vraiment sur le cœur de l'action. Et surtout, moi j'avais vraiment à cœur que le public ne s'y perde pas, que comme Shakespeare, c'est très beau, c'est très poétique, on accepte des fois de s'y perdre. Et ça peut être une belle chose de s'y perdre. Mais là, pour nous, surtout pour Richard III, qui est une pièce très politique, c'était très important qu'on n'en perde pas une miette. Alors, donc, les représentations vont commencer, je crois, à partir du 28... Alors, l'avant-première, c'est le 29, mardi 29.
Et ensuite, on joue du mercredi 30 jusqu'au dimanche 3 avril. Voilà. Donc ça, enfin, on pourra retrouver je les mettrai d'ailleurs sur le site, les horaires. Donc c'est à 20h30, sauf le jeudi où c'est à 19h. Et le dimanche à 16h. C'est à 16h le dimanche. Voilà. Et alors, dans toutes vos mises en scène, quelle est celle qui, pour vous, a été la plus compliquée? C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, mais je dirais que si je dois dire la plus compliquée, je pense que c'est l'Hélium, pas parce que c'était plus compliqué, c'est que c'était ma première mise en scène de ce type de théâtre-là. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai découvert sur le jeu, sur la mise en scène, parce que jusque-là, j'avais surtout travaillé sur du jeune public, des spectacles qui duraient 1 heure, où vous êtes dans le rythme, ou même la communicale, c'est beaucoup une question de rythme. Et là, d'un Pour seul le jeune, coup, c'était Dragons et Merveilles. Dragons et Merveilles, j'ai fait Ulysse, l'Odyssée fantastique, Oui, j'ai oui. fait Les Filles de Baba Yaga, des choses comme ça. C'est des spectacles qui des fois durent même pas 1 heure, qu'on montre pour que les enfants puissent, voilà. Donc il y a une dynamique qui est très différente. Et avec l'Ilium, la thématique était dure. C'était vraiment sur la violence conjugale et donc il y avait beaucoup de choses à vivre en répétition qui étaient dures. Mais d'autre part, d'un seul coup, je me retrouvais avec une scène de 10 minutes avec juste 2 acteurs. J'avais jamais géré ça. J'avais l'impression que j'allais me perdre complètement. Donc oui, ça a été très dur. Mais c'est pas cette pièce qui était plus dure. C'est moi, le parcours où j'en étais à cette époque-là. Oui, parce que qui c'était était, vos débuts. C'était vos voilà, premiers sinon je spectacles. pense pouvoir dire que j'ai monté donc une pièce de Marivaux qui s'appelle La seconde surprise de l'amour, qui a été très difficile, là pour le coup, en termes de texte. Marivaux, c'est très 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 difficile. Et pour le coup, tout est dans le non-dit, dans le sous-entendu. En même temps, je voulais pas non plus faire une caricature de ça. La façon dont l'action est diluée, dont les personnages vivent les situations, rend ça très très difficile à aborder, beaucoup plus difficile qu'on le croit de prime abord, parce que c'était une pièce plutôt légère. Et en fait, non, c'était vraiment très très dur. Est-ce que dans les mises en scène, enfin, les comédiens peuvent faire des suggestions? Oui, Oui, ils bah, participent. c'est quelque chose sur lequel j'arrive à évoluer, on se détend, enfin à force de faire des spectacles, Oui. on a moins peur de ne pas savoir ou d'avoir le sentiment que quand un acteur est force de proposition, c'est parce que nous on n'est pas assez bon, on n'a pas assez de propositions. Non, non, là j'ai passé ce cap il y a quand même un moment. Je dirais même qu'à partir du moment où on choisit un acteur, c'est parce que, enfin, pour moi, il évoque un rôle assez spontanément, sans que je puisse expliquer bien pourquoi. Donc, il arrive sur le plateau. Si je l'ai choisi, c'est qu'il évoque vraiment le rôle. Donc, les propositions qu'il va faire vont être la première matière, je pense. Donc, oui, oui, ils peuvent proposer. Puis après, je suis pas forcément d'accord, on discute. Mais puis des fois, c'est moi qui sais pas. Et ils vont trouver la solution. Vous avez d'autres projets après Richard III? Le Panurge. Oui. Alors pour la compagnie, je pense que je vais surtout défendre Richard III. Après, parce que c'est un spectacle très lourd. Et juste avant, j'avais monté la Ménagerie de Verre qu'on reprend à Paris pendant 2 mois là, au Théâtre de l'Essaillon. Et j'aimerais bien essayer de développer la diffusion de ces spectacles-là avant de revenir à des grosses pièces comme ça. Et sinon, j'ai Panurge. Donc on travaille aux recherches de financement pour une vie, mais ça c'est quelque chose qui va nous mener loin. Et parallèlement, moi, j'ai mis en scène des spectacles pour d'autres productions. Donc, par exemple, Quand la guerre sera finie, qui est un gros spectacle musical qu'on a fait à l'Opéra de Reims en janvier, qui va être repris l'année prochaine. Et puis, au Théâtre de la Huchette, donc je vais Ionesco, j'ai monté Exit, qui s'est joué là pendant toute l'année dernière et qui va repartir un petit peu en tournée prochainement. En province aussi ou pas? Oui. Alors, je ne peux pas encore vous dire oui, c'est principalement en province. Bon. En tout cas, merci Patrick Merci à Alluin vous. pour cette interview et puis pour avoir pris le temps pendant vos répétitions et vos filages. Bon, aucun problème, ça c'est de la pause, mais on va repartir vite là maintenant. Bon, mais écoutez, Merci j'essaierai beaucoup. de venir à la répétition publique. En tout cas, je viendrai voir la pièce. Super, Ensuite. merci à vous.